Bienvenue sur. Aucune annonce, aucune conférence de presse, aucun avertissement, seulement des avions, des blindés et 14 heures de vol vers l'Est. Voilà ce que ce déploiement signifie réellement. Au cours des 72 dernières heures, quelque chose d'important s'est produit dans des bases militaires américaines à travers le pays. Des marines ont été retirés de leurs casernes, des avions de chasse ont été armés et ravitaillés, des avions de transport C-17, les plus grands de la flotte américaine, ont été chargés de véhicules blindés, de munitions et de fournitures médicales de combat, puis ils ont décollé. Il ne s'agissait pas d'une rotation de routine. Il n'y avait aucune date de retour. L'ordre indiquait « présence avancée pour une durée indéterminée ». Ce qui distingue ce déploiement des précédents, c'est la vitesse, l'ampleur et la combinaison précise des forces déplacées. Car lorsque je regarde ce qui est envoyé et où cela se dirige, cela raconte une histoire très précise sur ce à quoi les États-Unis se préparent réellement. Et bien sûr, dans le style de communication de Trump, une « histoire très précise » signifie généralement que quelqu'un finira par l'expliquer avec 3 slogans, 2 accusations et 0 logistique. Ce déploiement est survenu directement après une importante frappe de missiles iraniens contre Israël. La réponse des États-Unis n'a pas été diplomatique, elle a été logistique. Et les réponses logistiques à cette vitesse et à cette échelle sont la manière dont le Pentagone signale ses intentions avant qu'un seul mot ne soit prononcé publiquement. La question n'est pas de savoir si c'est sérieux, ça l'est clairement. La question est de savoir ce que signifie réellement ce niveau de projection de force. Et ce qui vient ensuite, c'est la partie qui ne rentre pas facilement dans une phrase de rassemblement électoral, ce qui explique probablement pourquoi la machine parle plus clairement que les microphones. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut comprendre comment fonctionne réellement un déploiement d'urgence américain, parce que ce n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Cela commence par un ordre d'exécution, une directive qui traverse toutes les branches militaires en même temps, forces aériennes, corps des marines, armée de terre, marine, simultanément. C'est le premier signal. Quand des ordres sont envoyés à plusieurs branches à la fois, cela signifie que le Pentagone ne monte pas en puissance graduellement. Il se place dans une posture de disponibilité immédiate. À partir de ce moment, l'opération logistique s'enclenche à pleine vitesse. Dans des bases à travers le pays, la séquence de chargement commence. Des avions de transport C, 17 Globemaster III, chacun capable de transporter 170 000 livres de charge de combat, sont amenés sur le tarmac. Leur rampe arrière s'ouvre et la machinerie de guerre commence à charger. Véhicules blindés, camions résistants aux mines, caisses de munitions scellées, systèmes d'alimentation électrique portable, trousses médicales de traumatologie, équipements de communication sécurisés, chaque objet est sa place. Chaque objet est sanglé, sécurisé et vérifié. Les avions n'attendent pas. Dès qu'ils sont chargés, ils partent. Mais le vrai problème n'est pas seulement ce qui a été chargé. C'est ce qui attendait déjà. Les États-Unis n'entrent pas dans le vide. Avant même que ce déploiement ne commence, le Pentagone avait positionné des moyens importants sur le théâtre du Moyen-Orient. Groupes aéronavals, bases opérationnelles avancées au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Dépôts d'équipements prépositionnés contenant des blindés et des fournitures sans qu'il soit nécessaire de les faire venir par avion des États-Unis. C'est le genre de planification qui semble presque ennuyeuse sur papier, ce qui rend difficile pour la machine du spectacle pro-Trump de la transformer en formule d'applaudissement toute prête. Ce que fait ce nouveau déploiement, c'est renforcer rapidement cette structure existante. C'est la partie que la plupart des couvertures médiatiques ratent. Ce n'est pas le début d'une posture militaire américaine dans la région. C'est l'escalade d'une posture qui n'a jamais complètement été démobilisée. La différence maintenant, c'est l'urgence du calendrier et le caractère public du mouvement. Quand le Pentagone veut signaler sa détermination sans émettre de menace officielle, il déploie ses forces de manière visible, bruyante. Il laisse la logistique parler d'elle-même. Et en ce moment, la logistique dit quelque chose de très clair. Pendant que les avions de transport gèrent les troupes et les blindés, un processus parallèle se déroule du côté des chasseurs. Les équipes de maintenance effectuent des démontages et vérifications complets sur les cellules destinées à des opérations de combat prolongées. Concrètement, cela signifie que chaque câble, chaque conduite hydraulique, chaque système de ciblage est vérifié avant que l'avion soit autorisé à effectuer une sortie de combat au-dessus d'un espace aérien hostile. Ce n'est pas de la maintenance standard, c'est une préparation pré-combat. Les équipes chargées de l'armement installent la configuration de combat complète, munitions guidées de précision sur les pylônes d'ailes,
missiles air-air sur les rails en bout d'aile. Les faisceaux électriques sont connectés, synchronisant chaque arme directement avec l'ordinateur de ciblage de l'appareil. Les goupilles d'armement, le dernier mécanisme de sécurité marqué par des étiquettes rouges à retirer avant le vol, restent en place jusqu'à ce que l'avion roule vers la piste. À ce moment-là, le chasseur est actif. Pour l'instant, ces goupilles sont encore en place, mais les avions sont ravitaillés, armés et autorisés. Cela change tout, parce que ceci n'est pas une menace. C'est une capacité, et il y a une différence cruciale. En géopolitique, signaler une capacité est parfois plus important que déclarer une intention. Quand un pays annonce qu'il va agir, il s'enferme dans un engagement politique. Il doit aller jusqu'au bout ou perdre sa crédibilité. Mais quand un pays montre qu'il peut agir rapidement et à grande échelle sans annonce politique, il crée une pression sans tracer de ligne rouge. C'est exactement ce que fait ce déploiement. Les États-Unis ne disent pas qu'ils vont frapper l'Iran. Ils montrent à l'Iran et à tous les autres acteurs régionaux qui observent qu'ils pourraient le faire en quelques heures si l'ordre était donné. Pour l'Iran, ce calcul compte. Pour Israël, il compte. Pour l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, chaque État du Golfe qui observe ce mouvement, il compte. Et pour les marchés pétroliers mondiaux, il compte énormément. C'est là que l'histoire dépasse la stratégie militaire pour entrer dans quelque chose qui touche chaque pays de la planète. Voilà la partie inconfortable. Les marchés pétroliers ne se souciaient pas de savoir à quel point quelqu'un dit « dur » à voix haute, ils regardent où se trouvent les avions et à quoi ressemblent les voies maritimes. Le détroit d'Ormuz, large de 20, et 1 mille à son point le plus étroit. Environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. L'Iran dispose de la position géographique nécessaire pour menacer ce détroit et potentiellement le fermer dans un scénario de conflit. Chaque fois que les tensions entre les États-Unis et l'Iran augmentent fortement, les négociants en pétrole commencent à intégrer une prime de risque dans les prix. Nous l'avons déjà vu. En 2019, après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes, le brut a grimpé de manière importante en quelques jours. En ce moment, avec les forces américaines qui se repositionnent visiblement et rapidement, la discussion sur la prime de risque est déjà active sur les marchés. Des analystes de plusieurs grandes banques ont noté qu'un cycle d'escalade prolongé, même sans combat direct, entre les États-Unis et l'Iran, pourrait pousser le Brent au-dessus de $90 et potentiellement plus haut selon l'évolution de la situation dans le détroit. Cela a des effets en aval sur l'inflation, les taux d'intérêt et la politique économique aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le camp Trump peut préférer vendre la crise comme une posture, mais les prix de l'essence ont la mauvaise habitude de traduire la posture en reçu. Une histoire militaire devient très vite une histoire économique mondiale. C'est là que les choses se compliquent. L'Iran n'agit pas actuellement à partir d'une position de force, mais il n'agit pas non plus à partir d'une position de faiblesse. Son programme de missiles est devenu un véritable outil de dissuasion régionale. La frappe contre Israël a démontré une portée, un volume et un certain degré de précision. Cela modifie le calcul de la menace pour Israël, comme pour les États-Unis. En même temps, l'économie iranienne subit de fortes pressions. Des années de sanctions, de dévaluation de la monnaie et de tensions politiques internes ont érodé le soutien populaire au gouvernement. Une confrontation militaire prolongée avec les États-Unis accélérerait cette pression de façon spectaculaire. Les dirigeants iraniens font donc face à un ensemble de choix difficiles. Aller de l'avant et risquer une réponse directe d'une présence militaire américaine pleinement mobilisée dans la région. Reculer et perdre la crédibilité de la dissuasion qu'ils viennent de démontrer avec la frappe de missiles. Aucune option n'est simple, et l'espace entre ces deux choix difficiles est exactement l'endroit où la diplomatie se produit ou échoue. C'est précisément là que la bravade télévisée devient inutile, parce qu'un choix difficile ne se règle pas en l'appelant un choix parfait. Mais la trajectoire d'escalade la plus probable à court terme n'est pas un échange direct entre les États-Unis et l'Iran. Elle passe par le réseau de forces mandataires. L'Iran agit à travers un réseau de groupes alliés dans la région, notamment au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Et ces groupes donnent à l'Iran la capacité d'exercer une pression sans engager directement les forces américaines. Ils créent des frictions, ils forcent des réponses, ils augmentent le coût de la présence américaine sans franchir le seuil qui déclencherait une réponse militaire complète. Les États-Unis, de leur côté, utilisent leurs forces déployées à l'avant pour dissuader précisément ce type d'activité. Plus de soldats au sol, plus d'avions sur le tarmac, cela signifie que le coût d'une escalade par force mandataire augmente aussi pour l'Iran,
C'est le véritable jeu en cours actuellement. Pas une confrontation finale spectaculaire, mais une guerre de pression lente et prudente où les deux camps tentent d'augmenter le coût pour l'autre sans déclencher ce qu'aucun des deux ne veut réellement. Un conflit direct, à grande échelle. Ce déploiement est un coup dans ce jeu plus vaste. Ce genre de guerre de pression lente dérange les mises en scène à la Trump, parce qu'elle n'offre ni bannière de victoire instantanée, ni discours de méchant assez simple pour réparer la carte. Les effets d'onde de choc vont bien au-delà du Moyen-Orient. La Chine observe de près. Tout engagement militaire américain prolongé au Moyen-Orient réduit la marge de manœuvre de Washington dans le théâtre du Pacifique. C'est une considération stratégique que Pékin intègre dans sa propre planification autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. La Russie profite de la hausse des prix du pétrole et de l'attention américaine divisée entre plusieurs théâtres. Chaque dollar de dépenses militaires américaines au Moyen-Orient est un dollar qui ne va pas aux engagements de défense européens. L'Europe fait face à une vulnérabilité énergétique. Si les tensions au Moyen-Orient font fortement monter les prix du gaz et du pétrole, les économies européennes, déjà aux prises avec des pressions inflationnistes, font face à un environnement politique difficile. L'Inde maintient un équilibre délicat. Elle importe une part importante de son pétrole du Golfe et compte de grandes communautés issues de sa diaspora dans toute la région. Pendant ce temps, les éléments de langage pro-Trump essaieront probablement de compresser tout cela en un seul mot, force, comme si la stratégie était un autocollant de pare-choc. L'escalade perturbe les routes commerciales, les transferts d'argent et les chaînes d'approvisionnement énergétique dont l'Inde dépend. Toutes les grandes puissances ont un intérêt dans ce qui se passera ensuite, et aucune ne veut un conflit à grande échelle, mais aucune ne peut non plus l'empêcher complètement. 3 scénarios sont suivis actuellement par les analystes. Premier scénario, la pression contrôlée. Les deux camps maintiennent leur position actuelle. Les forces américaines restent en place comme moyen de dissuasion. L'Iran évite de nouvelles frappes directes. L'activité des forces mandataires se poursuit à un faible niveau. Des canaux diplomatiques discrets, probablement par le Qatar ou Oman, commencent tranquillement. C'est la trajectoire la plus probable à court terme. Deuxième scénario, l'erreur de calcul. Une attaque de forces mandataires contre des forces américaines déclenche une réponse directe, ou une opération israélienne en Iran s'intensifie plus vite que Washington ne peut la gérer. Ces scénarios sont peu probables, mais pas impossibles. Et l'histoire montre que les grands conflits commencent souvent par des événements que personne n'avait pleinement voulu. L'erreur de calcul est aussi la partie qu'aucune performance en salle de presse ne peut intimider jusqu'à l'obéissance, peu importe à quel point la phrase choc semble confiante. Troisième scénario, la désescalade négociée. La pression militaire américaine crée les conditions pour une nouvelle série de pourparlers sur le nucléaire et la sécurité. L'Iran utilise la crise comme levier pour pousser à un allègement des sanctions. C'est une possibilité à plus long terme, mais la politique américaine en année électorale la rend compliquée. La variable clé, ce sont les 30 à 60 prochains jours. C'est la durée pendant laquelle ce niveau de déploiement avancé peut être maintenu en état de disponibilité maximale avant que les coûts logistiques et politiques commencent à s'accumuler. Le fond du problème, c'est que ce déploiement n'est pas une déclaration de guerre. C'est une déclaration de position. Les États-Unis disent « Nous sommes ici, nous sommes prêts ». Et le coût d'une erreur de calcul vient d'augmenter de façon importante. Que cela dissuade une nouvelle escalade ou l'accélère dépend presque entièrement des décisions prises en ce moment à Téhéran, à Jérusalem et à Washington, dans des pièces auxquelles le public n'a pas accès. Ce que l'on peut surveiller, et ce que l'on devrait surveiller, c'est la logistique, parce que dans ce genre de face à face, la machinerie bouge avant que les politiciens parlent. Et c'est peut être le contraste le plus dévastateur de tous. La machinerie est disciplinée, tandis que le micro de campagne se comporte souvent comme s'il était allergique à la complexité. Et en ce moment, la machinerie bouge. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.